Bonjour à tous. Alors nous continuons sur ces lectures du vol de Piatakov. Et comme je l'ai annoncé, j'accueillerai autant des contradicteurs que des partisans de ce livre. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Guillaume Suin, dont j'ai publié d'ailleurs pas moins de 3 livres et dont j'apprécie énormément la sagacité au plan épistémologique. Euh, je peux citer L'écologie réelle, Évolution, la preuve par Marx, un dernier livre aussi sur Oparine, l'origine de la vie. Guillaume Suin est professeur agrégé de biologie dans le nord de la France et passionné d'histoire de la biologie. Donc, c'est aussi à ce titre que je requiers aussi son témoignage par rapport à ce livre, Le vol de Piatakov, parce que, outre que c'est un livre d'histoire, c'est un livre qui essaie de résoudre aussi une énigme, un certain nombre de choses qui restaient en suspens par rapport aux éléments. Comme je vous l'ai dit, il y a les éléments corroborants qui pourraient corroborer le second procès de Moscou, comme je vous l'ai dit, de manière très immodeste peut-être, mais en même temps, ça ne change pas, quand je disais qu'il y a une véritable révolution copernicienne, ça ne change pas évidemment toute notre position dans l'univers, mais je crois que quand même, d'une certaine manière, ça change quand même beaucoup l'histoire du XXe siècle. C'est pour ça que nous y consacrons beaucoup d'émissions, et en tout cas attester de manière indubitable, sans recourir au témoignage, la culpabilité de Trotsky quant à une collaboration au moins tactique avec les nazis, me semble essentiel par rapport à l'histoire du XXe siècle, la perspective que nous en avons. Donc voilà, c'est à ce titre que c'est à l'un de ces titres que je fais appel à Guillaume Saint. Je pense que moi, ça m'intéresse beaucoup d'avoir son point de vue. Et il se trouve aussi que à ses heures perdues, Guillaume est trotscologue, hein, puisqu'il est, il est l'un des auteurs d'une brochure que j'avais adorée. Je la conseille à tout le monde. D'ailleurs, en plus, j'ai vu qu'elle était en ligne. C'est édité par le Cercle Barbus, c'est le trotskisme. Le titre est magnifique, mais il n'y a pas que le titre qui est très bien. Voilà, une division du travail dans le travail de division. Voilà, là vous en apprendrez beaucoup, pas que sur Trotsky, mais sur le trotskisme, y compris jusqu'à nos jours. Voilà. Donc, avec ces 2 titres. Bon, alors, bonjour à toi, Guillaume. Et puis, après, comme je dis, j'ai tellement parlé du vol de Piatakov que là, je laisse un peu parler les autres. Voilà. Avant Oui, de répondre à d'autres objections. Voilà. bonjour Émeric et bonjour à tous. Oui, moi je réponds avec enthousiasme à ton invitation dans une série d'interventions, hein, si j'ai bien compris, parce que je regarde ça aussi avec beaucoup de passion, hein, la publicité pour ce livre et surtout les commentaires et les réactions qui peuvent se manifester depuis sa parution. Tu avais fait un entretien avec Georges Gasto précédemment. C'est vrai que s'il y a une série de réactions de communistes, moi j'interviens en tant que communiste, hein, Aussi, oui. marxiste-léniniste, on va le dire. Je crois qu'on avait compris, hein, vu Voilà. les titres que tu publies, là, je crois que c'est clair. Ouais. Oui, bon, enfin, voilà, on est des militants et avec effectivement une réflexion importante dans la période sur tout ce qui concerne effectivement un sujet très important qui est celui de l'Union soviétique, de l'histoire de l'Union soviétique, vis-à-vis de quoi on commence à avoir un certain recul. Et c'est incroyable, je pense qu'à notre époque, Émeric, on est un peu de la même génération, je suis un peu plus vieux que toi, mais Mhm. on a vécu une période qui était vraiment, je pense, extrêmement difficile pour le monde militant, hein, pour les jeunes militants, qui était l'effondrement de l'URSS et tout ce qui a suivi après, c'est-à-dire la fin annoncée du communisme, quoi. Hein. Et nous, on était jeunes à l'époque, on se disait peut-être, où on commençait à se dire, tiens, on est de gauche, on est communiste, et paf, ça s'effondre, quoi. C'est la fin. Mhm. Et donc, effectivement, à ce C'est les moment-là, confessions d'un enfant du siècle, hein. C'est à peu près comme cette génération qui s'est retrouvée après la chute de l'Empire. Il y avait le côté qu'est-ce qu'on va faire, quoi, hein, c'est sûr. ah, Hein. tu vois, oui, c'est ça, c'est ça. Générationnellement, c'est ça, quoi. Hein, ça. Ouais, c'est intéressant qu'il y ait des répétitions comme ça, mais effectivement, à cette période, il y a eu une sorte de regain du mouvement trotskiste, objectivement. Oui. C'est-à-dire que ça a toujours été bon, dans la tête des jeunes militants dans les années 90 et puis après, mais cette idée que bon, la propagande anti-soviétique était telle
tellement caricatural, tellement qui accompagnait justement ce mouvement d'approbation, comment dire, champagne quoi. Hein, L'URSS est tombé. Maintenant, on va vraiment pouvoir être de gauche sans avoir honte. Ah oui, oui, Et il y a puis, des trotskistes qui ont du champagne, oui, c'est vrai. Oui. En se disant, ça va ouais, je être sais plus l'occasion qui. d'avoir le vrai socialisme. Je me Voilà. demande si c'est pas Philoge qui avait dit ça à l'époque, hein, qui était à la LCR. Gérard Il y Philoge. a tout le C'est pas ça? dossier dans le livre que Léo Figuère a fait pour tendre la main aux Mhm. trotskistes, mais dans les notes, c'est accablant, en fait. D'ailleurs, ils l'ont pas pris, cette main, en fait. Il revenait sur Ah son... oui, oui, Il oui, montre oui, je bien pense tous que les je l'ai gens qui ont vu. réagi. Il avait fait une suite à son Oui. trotskisme, cet antiléninisme, et une suite qui était peut-être plus bienveillante, mais en réalité, Dans les notes, je trouvais que c'était accablant par rapport au dossier, ouais. parce que... Bon, mais bon, peu importe. Hein, voilà, ouais. Bon, alors du coup, effectivement, bon, là, pour réagir dans une série que tu fais effectivement très légitimement sur toutes les réactions qu'il pourrait y avoir vis-à-vis de ce livre important, moi, bon, je vais pas vous dire que là, depuis la publication, j'ai pas encore, j'ai pas encore fini la lecture du livre. Et de toute façon, tu l'as très bien présenté comme une pièce à la fois de recherche historique, avec toutes les pièces que ça suppose, donc tout le sérieux, etc. Mais en même temps, il replace aussi tout le contexte historique que beaucoup ignorent aujourd'hui, hein, sur cette histoire où alors peut-être que ça n'a pas été dit comme ça dans les vidéos que tu as faites précédemment, toi, et puis c'est le fait que dans la tête de tous les anti-soviétiques, il y avait cette idée que les staliniens, entre guillemets, accusaient les trotskistes d'être des hitléro-trotskistes. Parce qu'à une époque, on a parlé comme ça. On a Oui. utilisé ce terme et du coup, l'utilisation de ce terme ou le rappel du fait qu'on a utilisé ça était presque l'aveu que voilà, l'URSS était un régime excessif, qui disait n'importe quoi, que ça se tenait pas, etc. Et effectivement, le terme hitléro-trotskiste, c'est pas pour le valider quelque part, parce que, comme tu dis, il est hors de question d'imaginer que Trotsky était un nazi. C'est pas ça l'idée, en fait. Mais c'est que euh, finalement, c'est lui qui a les mains sales, quoi. Au fond, on pensait que c'était les dirigeants soviétiques et Staline qui avaient ce rôle de méchant et que Trotsky était toujours le pur, l'idéal, comme tu dis, même le culte, jusqu'à un culte du chef qui ne s'avoue pas, aux yeux des trotskistes actuels. Bah, finalement, voilà, là, il a vraiment les mains sales et pas pour des raisons fantasmées d'adhésion au national-socialisme, mais Non. vraiment pour des raisons d'ambition personnelle, tous les moyens sont bons, etc. Donc c'est extrêmement intéressant à la fois de constater que des choses qui apparaissaient pour notre génération et peut-être pour les plus anciennes comme une évidence, c'est-à-dire qu'il y a eu des excès, on a parlé de Trotsky avec, comment dire, en mentant, et que finalement, ben, la vérité, bon, difficilement, j'imagine, hein, le livre que tu as traduit et donc en italien au départ, on va espérer qu'il soit traduit dans de nombreuses langues, Oui. de toute façon. Mais vu l'importance du travail, et puis même le travail de Gros Verfure antérieurement, de toute façon, duquel tu disais que ces historiens italiens s'étaient aussi appuyés, quoi, sur Oui, lequel ils s'étaient appuyés. je pense qu'il n'aurait pas pu résoudre certaines énigmes s'il n'y avait pas eu le travail de Feur. Et en même temps, Feur ne s'était pas attaqué au vol de Piatakov. Et le Oui, vol de Piatakov est le chaînon manquant. Ça, c'était très clair. Ouais. on est d'accord. Et du coup, bon, bah, c'est vrai que moi, je ne suis pas historien. Tu rappelais que je suis biologiste. Hein, voilà, c'est pas du tout le même domaine. Mais je fais juste un petit rappel sur le fait que, y compris même dans ma réflexion sur la science et en particulier la science soviétique dans l'écologie réelle que tu citais, paru en 2018, je parlais déjà du trotskisme d'une certaine façon, mais alors sous un autre angle. Et surtout sur le fait que, du point de vue de l'écologie et de ce qu'on appelle aujourd'hui l'écosocialisme, le trotskisme s'est rallié avec enthousiasme à cette théorie-là, l'écosocialisme,
donc, alors c'est peut-être pas très connu du grand public, mais enfin c'est du point de vue des intellectuels allez, marxistes ou marxisants connus sur la place, pas en France, hein, mais en Angleterre, aux États-Unis. Ben, voilà, c'est une sorte de révision du marxisme sur lequel on ajoute des principes de l'écologie politique quelque part, c'est ça, hein, c'est Marx aurait raté. Bon, et les trotskistes se sont engouffrés dans ce sillage qu'on pourrait presque taxer de révisionnisme, hein, si on parlait du vocabulaire qu'on utilisait à une autre époque, c'est-à-dire non pas compléter le marxisme ou actualiser le marxisme à la période, ça c'est une nécessité, mais par contre transformer les principes en disant que là il manquait quelque chose, il manquait quelque chose de central dans la théorie. Ça par contre, voilà, ça pose question. Alors du coup, effectivement, dans une réaction par rapport à, comme tu disais dans d'autres vidéos sur la publication de ce livre, quel effet ça peut avoir sur les trotskistes d'aujourd'hui et sur les militants qui seraient non pas trotskistes, mais tentés par le trotskisme. Parce qu'au fond, voilà, on n'a jamais eu besoin d'avoir lu les œuvres complètes de Trotsky pour être trotskiste ou pour s'engager dans une organisation trotskiste, comme il n'est pas comment dire, indispensable de lire Le Capital, les 4 tomes pour devenir communiste, hein, de toute façon. Mais quand même, il y a des éléments théoriques et qui m'ont toujours, moi, fait réfléchir sur le fait que, et en particulier sur cet exemple là, de l'éco-socialisme et du fait qu'il y a un sillage, paf, on s'engage dessus et on revendique, c'est que le trotskisme, finalement, peut-être porte mal son nom. C'est-à-dire qu'il y a eu des organisations trotskistes revendiquant effectivement un culte du chef. Trotsky aurait été le bolchevique le plus pur. Et puis, finalement, avec l'histoire, avec les aléas, les défaites hein, des organisations trotskistes dans la deuxième partie du XXe siècle, et ils ont fini, je pense, par moins revendiquer la figure de Trotsky, tout en restant trotskistes. Et donc, ça me paraît important, en particulier aux yeux des jeunes militants, de bien identifier qu'il peut exister une forme de trotskisme sans Trotsky. Je rappelle que le NPA, par exemple, ne revendique plus Trotsky, hein, contrairement à la LCR d'avant, ne revendique plus le trotskisme. Il ne revendique que le fait d'avoir parmi leurs différentes tendances, une tendance revendiquée comme trotskiste. Et c'est pareil, je pense au POI ou au POID, où ils font toujours aussi, quand ils s'annoncent, ce sont des trotskistes qui vont dire, voilà, nous, on est un front. Il y a effectivement une tendance trotskiste parmi nous, mais il y a aussi des anarcho-syndicalistes, des communistes. On ne revendique jamais directement Trotsky comme une figure. Bon. Et donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est effectivement… C'est peut-être pas le cas à Lutte ouvrière, par contre. À Lutte ouvrière, oui, il revendique Trotsky, bien sûr. Et puis, il y a plein… De toute façon, il y a toute une constellation de petites organisations, comment dire, très internétisées qui revendiquent Trotsky encore plus. Mais à chaque fois, c'est peut-être l'idée qu'ils sont beaucoup plus anti-soviétiques que pro-trotskistes, finalement. Donc là, ça les gêne, hein, évidemment, cette histoire, parce que ça replace la complexité d'une période au devant de la scène et la nécessité, justement, de nuancer son point de vue. Alors que l'habitude est plutôt de dire pacte germano-soviétique, alliance entre l'Union soviétique, donc les jumeaux totalitaires, enfin cette théorie-là. Et puis, paf, on se rend compte que finalement, celui qui s'est le plus compromis dans cette histoire, non pas en tant que compromis, la différence de Lénine entre compromis et compromission, quoi, entre couteau sous la gorge et puis il y a une vraie compromission déshonorante. Brest-Litovsk, qui est le pacte germano-soviétique, c'est un compromis face à l'adversaire, Oui. parce que, évidemment, quand l'adversaire est plus fort, il faut savoir reculer pour avancer après. Mais la compromission, c'est autre chose, là, c'est se perdre, hein, littéralement. Mais surtout que je pense que, et il me semble, que Annie Lacroix disait, je me souviens plus, dans une, qu'il y avait une réflexion sur le fait de dire que le pacte germano-soviétique, c'était peut-être le plus grand coup de génie de Staline. Quand on regarde ça avec recul,
et tout ce qui s'en est suivi. Et là, on regarde l'inverse, c'est-à-dire la défaite de ce pari qu'a fait Trotsky sur la défaite de l'URSS, qui là, pour le coup, est vraiment un déshonneur, quoi. Donc, alors, effectivement, s'il m'est permis de rebondir un peu, moi, j'ai 2 petites expériences qui peuvent intéresser les abonnés de ta chaîne concernant cette histoire de trotskisme, et surtout sur le trotskisme actuel. C'est la question, il y a une question sur l'écosocialisme, parce que ça me paraît important de réinscrire mon petit travail sur l'écologie réelle dans cette mouvance trotskiste non revendiquée comme trotskiste. C'est pas un petit travail, hein, je dis vraiment, ça devient un livre de référence, parce que pour écologie et socialisme, justement, tu l'appelles écologie réelle par rapport au socialisme, au pays du socialisme réel, hein, c'est vraiment ça. Et ce livre sur ce sujet, et pourtant c'est un sujet essentiel quand on aborde l'écologie. Hein, et d'ailleurs, j'ai beaucoup de retours, hein, il faut le dire. Donc, mais c'est intéressant de voir justement que tu opposes aussi on retrouve le trotskisme. Je crois peut-être, parce que je crois qu'on en a parlé au téléphone, et c'est le problème quand on parle de certaines choses avant. On les redit pas, oui, c'est vrai. On a trop discuté. Comme si, voilà. Et c'est vrai que la question qui se posait, c'est que, bon, à partir du moment où Trotsky a fait plus qu'une grosse bêtise, a fait cette compromission, bon, le culte de la personnalité de Trotsky, à terme, c'est fini. C'est-à-dire que de toute façon, il y aura une stratégie de l'édredon contre ce livre, mais les choses sont prouvées, donc on sait que, grosso modo, on ne pourra plus, à terme, revendiquer Trotsky de la même manière. Donc la question, c'est en quoi il y a du trotskisme sans Trotsky, en quoi, d'une certaine manière, ça perdurerait. De ce point de vue-là, beaucoup de gens tempèrent mon optimisme, comme je le dis. D'ailleurs, c'est pour ça que je reste, bon, outre que je n'aime pas être particulièrement discourtois avec les gens, moi je suis plutôt poli dans mes rapports politiques, mais je reste tout à fait poli, ne serait-ce que je suis persuadé que de toute façon, la plupart des militants trotskistes n'ont aucune idée de ce dont on parle, et n'ont pas vocation, évidemment, à rester trotskistes toute leur vie. Hein, voilà. Donc, bien sûr. Donc ça, à ces gens-là, il faut tendre la main, même si je crois que la plupart du temps, ces gens-là sont plus des anarchistes. Comme tu dis, il y a un antisoviétisme foncier qui préside à ça. Et donc, qu'est-ce que c'est que le trotskisme sans Trotsky qui perdure déjà? Après, j'ai une thèse, peut-être, c'est vraiment un type d'hypothèse, mais je pense que ceux qui ont fait le deuil de Trotsky, il y a le fait que ça marche plus trop, il y a le fait qu'eux-mêmes ne sont plus tellement dans le culte de la personnalité, qu'ils ont une idéologie très éclectique, il y a tout ça. Et je crois que certains, à mon avis, parmi les plus intelligents, avaient compris. Oui. C'était allé jusque-là. Voilà, ça peut-être que Oui, c'est possible. Ouais. C'est vrai que. C'est vraiment un titre d'hypothèse. Hein, mais... Quand tu parlais de Pierre Brouet, qui disait que, à la limite, qui est conséquent dans l'idée que si vraiment l'ennemi à abattre pour la cause du communisme de Trotsky, l'ennemi à abattre étant l'URSS, pourquoi ils ne se sont pas vraiment coalisés comme un complot pour vraiment le renverser? Ça, c'est rationnel. Clairement, il n'a absolument jamais dit ça exactement. Enfin, concrètement. Non, il n'a pas dit, mais. Montrant que la coalition, l'organisation trotskiste était la plus forte. Et il a montré il a apporté énormément de preuves. Je ne sais pas ce qu'il pensait, et je ne vais surtout pas le faire parler, parce que, évidemment, il m'accuse de faire parler les morts dans ce cas-là, et quelque part, je ne veux absolument pas faire ça. Mais je me demande s'il y a des gens qui, parmi eux, sont allés jusqu'au bout. Et puis, il y a des fanatiques, c'est-à-dire des gens qui se disent contre Staline, tous les coups étaient permis. Le Staline, c'est ça, oui, bien sûr. Une horreur absolue. Je pense qu'il en existe toujours des gens comme ça. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'ils ne feront jamais un parti de masse avec ça. C'est que on ne peut pas ramener des gens en disant bah, vous êtes à la fois pour le socialisme, mais quand ce n'est pas exactement celui qu'on aime, il faut le décommer, y compris avec le fascisme. Ça ne marche pas. Voilà, c'est la raison pour laquelle, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, j'ai participé parce que je milite effectivement dans une organisation et en particulier au sein du Cercle Henri Barbus, qui publie régulièrement des brochures d'analyse d'actualité politique ou même plus historique. Et effectivement, sur le trotskisme, c'est une brochure, je ne sais plus de quand, elle date d'ailleurs, il y a quelques années quand même, qu'on avait intitulé une division du travail dans le travail de division. Le sous-titre est important parce que finalement, ça montre que dans cette analyse, le trotskisme n'est pas envisagé comme une alternative pour faire un autre parti de masse, mais plutôt comme une formule pour diviser tout ce qui peut l'être, jusqu'à un certain point. Alors, il y a des moments où ça marche, il y a des moments où ça ne marche pas, mais c'est à la fois effectivement un travail de division,
mais une division du travail aussi, parce qu'on sait que les trotskistes sont connus pour scissionner. C'est pas les seuls, hein. Oui, Le scissionnisme c'est existe. proverbial chez eux, c'est sûr. Oui, Mais effectivement, chez eux, bon, c'était rigolo de voir qu'ils. Enfin, finalement, c'est peut-être même pas l'idée comment dire, du scissionnisme en soi qui pose problème, mais le fait qu'il y avait une telle ambition de faire des internationales indéfiniment, et puis finalement, en même temps, de continuer à scissionner tout le temps. C'est ça qui donne un peu une sorte de comique dans cette histoire. Mais la division du travail, il y a aussi là-dedans une forme d'analyse un peu biologisante dans le fait que je vais m'expliquer, mais une forme de darwinisme, de sélection naturelle des groupes trotskistes, sachant qu'à chaque période, tu trouveras un groupe trotskiste qui s'est compromis dans le vichisme, mais tu trouveras toujours un petit groupe qui s'est démarqué et qui était dans la résistance. À un moment donné, tu vas trouver des groupes trotskistes qui sont, comment dire, tous pro-européens dans la période. Et puis, tu et vas puis quand tu même vas trouver trouver les voilà, tu vas quand même trouver des trotskistes qui sont anti-européens. Il y a toujours une diversité de positions. Et donc, c'est ça qui pose un problème dans l'analyse de ce que c'est que le phénomène Pardon, mais trotskiste. alors les trotskistes dans la résistance, c'est quand même difficile à trouver parce que surtout les trotskistes compromis dans la collaboration, il y a le cas d'Henri Molinier qui avait appris Ouais. à faire de l'entrisme au sein du parti de Marcel Déat. Ça, Est-ce que c'est lui qui avait envoyé la lettre? C'était le secrétaire de… alors Non? oui, alors cette fameuse lettre dont je parle, oui, elle est signée Molinier, Oui. mais on ne Il sait y a pas si deux c'est Henri ou frères? Raymond. Ouais, il y a Henri et Raymond. Et c'est Henri Molinier qui, après la guerre, donc, Mmh. a eu cette position. Mais, Ouais. voilà. Mais là, il faisait vraiment le rôle d'intermédiaire quand Trotsky était encore en Turquie. Voilà. Après, tu vois, donc l'idée, c'est que il y a toujours cette position ni-ni chez les trotskistes. Enfin, toujours, avec des nuances, évidemment, mais Oui. dans l'idée que il faut… Enfin, c'est l'exemple typique de la guerre d'Espagne, pendant laquelle on fait un second front trotsko-anarchiste, et encore, on peut dire que presque le front anarchiste en Catalogne était presque comment dire, victime d'entrisme de la part de trotskistes qui ont stimulé le fait d'ouvrir un second front. Donc, ces choses qui sont ni républicains, ni franquistes, ni gaullistes, ni hitlériens, etc. Et que cette position-là est quand même assez classique. Non pas qu'il faille jamais faire de nini, mais que de systématiser une position et de la rendre totalement anti-scientifique parce que décontextualisée, c'est vraiment pour moi l'essence du trotskisme en réalité, même sans Trotsky. Et Voilà. du coup, dans les deux exemples que je voulais citer rapidement, moi j'ai un exemple qui concerne effectivement l'écologie politique et l'écologie réelle, et puis j'ai un autre exemple qui est plus personnel, connaissant un peu la situation tunisienne. Ça peut être intéressant aussi si ça intéresse d'avoir comment dire, quelques informations sur un pays qu'on dit dans notre comment dire, dans notre vocabulaire marxiste-léniniste, on dit semi-féodal, semi-colonial, semi-colonisé, la Tunisie, et dans lequel le trotskisme typiquement ne s'est jamais vraiment installé en fait, hein. On a souvent des marxistes-léninistes et puis sans doute des maoïstes, mais pas vraiment des trotskistes, hein. Le trotskisme est vraiment un phénomène très européen et très euro-chauvin, hein, concrètement, très ouvriériste et anti-paysan, et que du coup, Occidental, voilà, même si avec occidental, ça puisque s'est c'est un terme jamais vraiment idéologique, implanté. l'Occident. Ouais. Mais l'influence européenne dans la tête de certains partis ou de certaines organisations fait d'eux des organisations qu'on pourrait presque dire semi-trotskistes. Non, qu'on pourrait dire semi-trotskistes. Et ça, c'est un mot qui est moins polémique que le fait de dire hitléro-trotskiste, hein, et on peut discuter de ce terme-là. Mais, mais semi-trotskiste, je pense que c'est ça. C'est le fait d'être trotskiste dans les faits sans l'être dans la tête, quoi. C'est une position matérialiste qui constate ou qui identifie, qui diagnostique des positions trotskistes de la part d'organisations dont ça n'est pas l'histoire finalement et qui se réclament même pas à la limite du personnage. Donc alors, on remet un petit peu le plan. Donc, on Ouais. va faire le portrait robot, grâce à toi, de ce trotskiste qui peut perdurer sans Trotsky. C'est pour ça il faut aussi savoir l'analyser à travers deux exemples que tu connais bien. L'un dans l'écologie, Bah, je vais commencer par ça, et l'autre pour la si on a le Tunisie, temps. et d'une certaine manière avec des pays d'Afrique non européens, en fait. Tout à fait, ouais. Alors moi, je ne suis pas connaisseur, hein, mais comme je connais bien la Tunisie pour des raisons personnelles,
Là, j'ai eu le temps effectivement d'analyser la situation et c'est très intéressant pour un Français de découvrir un paysage politique complètement nouveau, avec d'autres données, etc. et de voir un paysage politique sans trotskiste, mais avec quand même des traits voilà, qui sont bien connus ici, quoi. Alors, sur l'écologie, bah, c'est simple, en fait. Trotsky, c'était la révolution permanente, pour simplifier. Mhm. Et Staline, quand on apprend ça, hein, Staline, c'est le socialisme dans un seul pays. Donc, c'est l'opposition entre ces deux théories, qui est en fait la théorie léniniste. Hein, le socialisme dans un seul pays n'a jamais été la proclamation du fait qu'il ne faut le socialisme que dans un seul pays. Non, personne n'a jamais dit ça. Mais on peut le comprendre comme ça quand on est au lycée, hein, et qu'on apprend, ce que ça a été. Et donc, effectivement, dans l'opposition entre ces deux positions, celle d'une forme d'aventurisme trotskiste qui voudrait qu'il ne faut pas signer Brest-Litovsk, qu'il faut continuer à foncer parce que sans la classe ouvrière européenne, on n'arrivera à rien, et la tactique de la consolidation de ce qu'on a pour offrir éventuellement, par un internationalisme bien compris, un exemple possible pour d'autres situations, mais qui auront des variations, etc., qui devront installer leur mouvement, leur lutte de classe et leur mouvement vers le socialisme de façon plus spécifique. Et donc, l'écologie réelle, c'était une proposition justement de ce type, où on pouvait voir d'un côté, alors sans nommer de trotskistes, parce que finalement le mouvement écologiste, de façon très large, est un mouvement qui, comme le trotskisme, est un mouvement social-démocrate au fond, tout en se prétendant radical. C'est toujours ça la formule du trotskisme. Par sa nature, il faut être matérialiste, par sa nature petite bourgeoise, on va dire, c'est comme ça qu'on… Léo Figuère, comme tu disais, analysait le mouvement trotskiste en réalité. Et donc dans l'écologie, d'un côté, nous aurions une écologie politique et un écosocialisme qui ne s'intéressent qu'au climat, on va dire, pour résumer, qui s'intéressent qu'à la question climatique parce qu'elle, non pas qu'elle n'est pas importante, mais la question climatique est une question qui a la spécialité de ne jamais poser de problème aux nations, parce qu'il faut régler le problème de façon mondiale. Donc, effectivement, si le Luxembourg, j'exagère, le Luxembourg commence à se couvrir d'arbres, bah, ça n'aura aucun impact sur le climat, évidemment. Donc, la question nationale, on la dégage et on ne peut prendre que des engagements mondiaux type COP, COP 21 et compagnie, qui sont en général des engagements jamais tenus, mais qui ont la particularité d'entretenir le débat, quoi, et de stigmatiser Avec le côté tout ou rien. le côté, exactement, donc c'est la révolution permanente. C'est-à-dire, en fait, la loose permanente maquillée dans un projet qui serait soi-disant optimiste, alors qu'on sait très bien que c'est perdu d'avance, quoi. Donc, on fait des engagements, mais dessous, il y a quoi? Il y a une accusation des pays qui s'industrialisent dans le Sud pour essayer justement de sortir de l'emprise impérialiste et qui, eux, parallèlement à leur industrialisation, ont effectivement des projets de protection de l'environnement, alors que les pays qui se désindustrialisent sont visiblement les plus soucieux de l'environnement, mais ne font jamais rien, eux, par contre, à part du blabla. Donc ça, c'est ce sillage-là que prend, par exemple, le NPA quand il adhère à l'écosocialisme, à une internationale écosocialiste, parce que c'est soi-disant… Alors, évidemment, ça accuse le capitalisme aussi. Ça accuse le capitalisme, mais sous couvert de productivisme, de fuite en avant, du progrès des activités humaines, etc. Et donc, ça prête le flanc à une idéologie nouvelle qui est celle de l'écologie politique. Et face à ça, la question que j'ai voulu introduire dans mon livre, l'écologie réelle, en fait, est une question foncièrement nationale. Et donc ressemble un peu, quelque part, à une forme d'écologie dans un seul pays. Que ce soit en URSS ou à Cuba, c'est toujours pour garantir une souveraineté nationale, une autosuffisance alimentaire et une autosuffisance énergétique qu'on a une politique réellement agroécologique, qui ne dépend plus de l'agrobusiness, qui ne dépend plus du marché des engrais et des pesticides, etc., et qui ne dépend plus non plus du marché mondial de l'énergie, si on peut trouver des formes locales qui permettent de se défaire aussi de l'empire des grands pétroliers, quoi, à la limite. Trouver des énergies durables n'a rien
de problématiques si c'est pour assurer une autosuffisance énergétique nationale. Les Cubains le font, ils mettent des éoliennes. Moi, c'est mon cheval de bataille, je déteste les éoliennes. Mais pourquoi? Enfin, là, on fait feu de tout bois, quoi. Quand il faut assurer une autosuffisance, une souveraineté, on prend tout ce qu'il y a. Il y a du soleil, bon, bah, on fait ça, etc. Et donc, quelque part, c'est cet exemple-là qui pourrait, au-delà du blabla dont on vient de parler, l'écologie dans un seul pays, ça aurait pu être un titre de livre d'ailleurs, enfin, l'écologie dans un seul pays. C'est presque ça, hein, l'écologie réelle, ça veut dire c'est ça aussi. ça. Hein. Oui, En oui, tout cas, c'est dans ça. 2 pays, puis comme tu dis, dans un seul pays, après, c'est l'URSS, après c'est Cuba. Bon, Et de toute façon, il y a aussi des stigmates de cette obligation, enfin de ces engagements pour la protection de l'environnement. Tu vas les retrouver en Chine aujourd'hui, hein, de toute façon. Alors, il y a, évidemment, ça c'est plus sur le volet énergétique. Et peut-être qu'il y a un retard de la part de la Chine sur le volet agricole, quoi, hein, clairement. Mais le Vietnam, par exemple, a interdit le glyphosate il y a 2 ans. Ils ont été sanctionnés immédiatement par l'OMC. Mais interdire le glyphosate au Vietnam, c'est aussi quelque chose d'important. C'est peut-être pas les seuls à le faire, mais ça montre qu'il y a un souci dans les pays rescapés du camp socialiste qui est à la fois une protection de l'environnement parce que leur agriculture est très importante dans leur économie et que, disons, avec toutes les nuances qu'on pourrait apporter, hein, sans polémique, le Vietnam, la Chine, Cuba sont des pays qui ont un héritage politique qui leur permet de voir plus loin dans l'avenir, quelque part, d'avoir une planification qui intègre bien ce souci de la protection de l'environnement. La protection de l'environnement, ce n'est pas tous les 4 ans, c'est sur 60 ans qu'on prévoit des choses. C'est coûteux, enfin, c'est vraiment quelque chose de complexe, de scientifique, etc. Donc, il y a le sérieux d'un côté, c'est-à-dire l'écologie dans un seul pays, si tu veux, et de l'autre côté, du blabla mondial, enfin à échelle mondiale, sans jamais parler curieusement d'écologie, hein, pour les trotskistes qui se revendiquent de l'écosocialisme. Ils ne parlent pas de Cuba, par exemple, hein, pourtant leader dans l'agroécologie, et ils n'en parlent pas, hein, ce n'est pas un truc important pour eux, quoi. Eux, c'est vraiment le pétrole et la production industrielle. C'est ça le truc qui les… Avec une vision un peu malthusienne, enfin voilà, quoi. En fait, ils sont dans une réactualisation de leur théorie, mais il n'y a pas de théorie au fond du trotskisme. Le livre sur le vol de Piatakov le montre bien. Ça n'est pas une théorie, finalement. C'est une position, c'est une série de positions qui sont des paris, qui sont des formes du formalisme, je dirais, qui utilisent le marxisme de façon formaliste, sans jamais de lien avec le contexte, et qui du coup analysent les choses avec toujours le même logiciel. Et donc, puis, un côté mécanique, un côté marabout, bout de ficelle. Et puis, si, de toute façon, on part du principe que de toute façon, Staline est nul et que l'Union soviétique va perdre. Donc bon, vous voyez, c'était la prémisse de départ, de toute façon, qui est fausse. Donc, c'est ça, c'est vrai. Et c'est à ce problème-là, c'est que de toute façon, un pays socialiste ne peut pas développer d'écologie. Bon, tu montres bien, je sais pas, les premières réserves naturelles, c'est l'URSS. Cuba, de toute façon, qui n'a que son sol pour se défendre, effectivement, les protège son sol avec une population agricole qui est extrêmement éduquée, parce que c'est un des avantages du socialisme, c'est que les gens ne font pas n'importe quoi parce qu'ils savent comment faire autrement, précisément. Donc, voilà des exemples concrets. Et c'est vrai que c'est très bon parce que là, on voit vraiment une influence du trotskisme. On se demande si là, quelque part, c'est pas quelque chose qui présidait, qui était avant même Trotsky, c'est-à-dire cette idée un petit peu juvénile, pseudo-radicale, toujours la petite phrase, avec toujours ce côté, quand les gens arrivent au pouvoir, ils vont toujours finir par trahir, c'est toujours la même chose, hein, parce qu'on ne sait pas pourquoi les avant-gardes ouvrières ont toujours vocation à trahir pour eux. Hein. C'est-à-dire des gens qui ont lutté toute leur vie pour le socialisme, dès qu'ils arrivent au pouvoir, il y a quelque chose là qui les écoute, parce que ça permet de… C'est une transition avec l'autre sujet que je pouvais aborder parce que c'est la situation tunisienne et particulièrement actuellement. Alors, tout le monde n'est pas obligé de connaître
les enjeux politiques actuels au niveau de la Tunisie, hein, Ah, c'est sûr, depuis 2011, on suit déjà beaucoup plus. On suit, effectivement, mais donc la gauche tunisienne est connue depuis des décennies Oui, comme étant particulièrement structurée au Maghreb pour des raisons historiques, mais qui a en fait en gros deux composantes. En dehors des nationalistes arabes qui font aussi partie d'une certaine façon de la gauche, puisqu'il y a en Tunisie, il y avait ce qu'on appelle un front populaire, qui était un peu le pendant, disons, du front de gauche à une certaine époque en France, quoi, hein. Et dedans, on trouvait effectivement donc des organisations qui, elles, par contre, se réclament du communisme, clairement. Il y avait le POCT, dans le PT maintenant, hein, ça a changé de nom, le parti des travailleurs, mais qui s'appelait avant le parti des communistes ouvriers tunisiens, des ouvriers communistes tunisiens, le POCT de Hamma al-Hamami, qui est donc une figure très, oulala, c'est le plus ancien militant tunisien connu. Il vient souvent d'ailleurs à la fête de l'UMA. Hein. Et il y a toute la mouvance qu'on appelle patriotes démocrates, qui sont eux les marxistes-léninistes, je dirais orthodoxes, classiques, même si eux sont très divisés. Il y a eu, donc, notamment autour de la figure de Chokri Belaïd, qui est le martyr qui a été assassiné en 2013, si je me souviens bien. Et donc là, c'est un parti, un patriote démocrate qui faisait partie aussi du Front populaire. Et puis, il y avait quelques organisations nationalistes arabes, donc plutôt nassériens, pas forcément marxistes, mais qui font partie du même, disons, du même front militant, on va dire. Voilà. Et donc là-dedans, la question est intéressante parce qu'il n'y a pas de trotskiste. Le POCT est un parti qui, sauf erreur, est plutôt pro-albanais au départ, hein, historiquement. Plutôt maoïste ou pro-albanais, et qui ensuite ont pris leur distance vis-à-vis de leur position d'origine. Et les patriotes démocrates ont toujours été des marxistes-léninistes assez orthodoxes, quoi, assez classiques, qui, eux, ont toujours utilisé les termes semi-colonial et semi-féodal. La Tunisie, comme beaucoup d'autres pays qui ont été colonisés, sont caractérisés de cette façon-là, de façon scientifique, politiquement, de façon marxiste, semi-féodal parce que l'impérialisme, le colonialisme a empêché le développement du capitalisme sur place, et donc c'est appuyé sur les potentats féodaux pour asseoir leur domination et leur exploitation. Et puis donc semi-colonisé parce que depuis la décolonisation, disons, formelle, il suffit d'aller en Tunisie, en dehors des hôtels touristiques, hein. Il suffit de connaître un peu, et d'autres pays aussi, pour se rendre compte qu'en réalité, c'est la France et quelques autres qui tirent les ficelles de toute l'économie. Hein. Moi, dans ma belle famille, beaucoup, en fait, quand ils travaillent, c'est toujours directement ou indirectement avec 2-3 bandes de billard pour la France, quoi. Donc, c'est la France qui dirige tout au niveau du patronat tunisien. Et donc, dans cette question-là, il n'y a pas d'autres influences d'autres impérialismes? Parce que la France. Si, il y a les Allemands, et surtout les Allemands et les Américains, voilà. Essentiellement. Mais donc, donc, effectivement, comme dans toutes les semi-colonies actuelles, la France perd un peu ses positions. Mais enfin, quand même, la Tunisie est vraiment l'un des pays qui garde comme partenaire principal commercial, comme on dit maintenant, la France. Alors, c'est plus le cas de beaucoup de pays africains. Hein. Oui. Donc, il y a vraiment un truc qui est très, très lié là. Et souvent, la France, d'ailleurs, sous couvert de l'Europe, hein, avec le masque européen, il négocie des accords de libre-échange, comme on dit, accentués avec la Tunisie et l'agriculture tunisienne, toujours sous le masque de l'Union européenne. Mais c'est toujours des Français qui vont négocier là-bas, en fait. Hein. Voilà. Et donc, là, on a deux positions à l'intérieur de ce Front populaire, le POCT d'un côté et les patriotes démocrates de l'autre. Les patriotes démocrates mettent toujours en avant la souveraineté nationale et la question de la révolution nationale, quelque part. C'est-à-dire, nous ne sommes pas dans un stade avancé de capitalisme tel qu'une révolution socialiste est possible dans notre pays sans passer par, sans dégager l'impérialisme dans un premier temps.
C'est la question chinoise aussi, en fait. Dans l'histoire de la révolution chinoise, c'est un peu ça. Enfin, la question s'est posée à chaque fois, de toute façon, qu'il y a eu un mouvement de lutte des classes qui s'est réveillé quelque part, compris en France, de toute façon. Bon, comment dire, leur mot d'ordre dans les manifs, leur slogan, c'est toujours la terre, la liberté, la dignité et la patrie. Et en fait, le POCT, dernièrement, ces dernières années, a fait une sorte de coming out semi-trotskiste. C'est les premiers à avoir changé ce slogan, la terre, la liberté, la dignité, le peuple, et ils ont remplacé la terre par le pain. C'était ard et c'est khubz. Et donc maintenant, ils crient le pain à la place de la terre, et c'est extrêmement symptomatique de leur position politique actuelle, donc du POCT, qui est en fait une position objectivement semi-trotskiste, qui dit clairement la Tunisie n'est plus du tout colonisée, elle est capitaliste, et donc on peut très bien imaginer que la révolution socialiste puisse surgir ici. Et en réalité, par rapport à cette question-là, donc ils ont éludé complètement la question nationale. C'est pour ça que je dis semi-trotskiste. Ils ne se réclament pas du trotskiste. Et puis de toute façon, personne là-bas, il n'y a pas de tradition trotskiste. Les gens ne savent pas vraiment ce que c'est, ou ne connaissent pas vraiment. Les Tunisiens rigolent souvent avec les trotskistes français, quoi. Ils ne comprennent pas très bien pourquoi il y en a ici, quoi. C'est bizarre. Ça a l'air d'être une vieillerie historique. Mais en réalité, là-bas aussi, dès que Oui, la l'influence de... on vérifie ça juste avant l'antenne pour ne pas dire de bêtises, mais je crois qu'on est en 2002, élection française présidentielle de 2002, les trois candidats trotskistes font 10% des voix. Oui, ça c'est donc une spécialité française, quoi. C'est comme une spécialité française, voilà. C'est ça. Bon, après, c'est vrai qu'à l'époque, en France, 2002, on était à la fois dans un écroulement du PC, et puis des organisations ouvrières classiques et traditionnelles. C'est pas si loin derrière l'effondrement de l'URSS. On était vraiment au plus profond aussi. Et c'est là au plus profond du problème de ce reflux contre-révolutionnaire post-90. Et c'est là que profitent en fait ces organisations trotskistes qui apparaissent comme des fausses radicalités qui prendraient leur chance à ce moment-là. Mais la chance était perdue. Depuis, c'est fini. On n'en parle même plus en réalité. Tout a basculé vers la droite en France. Là-bas, en Tunisie, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que l'échec de cette position qui n'était pas patriotique en réalité, qui était un petit peu dogmatique de ce point de vue-là, du POCT, qui dirigeait le Front populaire, a entraîné la chute du Front populaire en tant que tel. C'est-à-dire que si tu veux coaliser des nationalistes arabes, des marxistes, et puis donc des progressistes qui sont tous intéressés à chasser l'impérialisme français et d'autres, mais le principal étant le français, tu vas pas leur dire que la patrie, ça n'a plus d'importance, ou que la défense de la souveraineté nationale n'a aucune importance et qu'il faut... voilà. Et c'est à ça que ça sert le trotskisme, finalement. Donc là, on ne dit pas le mot, mais finalement, on retrouve une sorte de similarité. Tu vois, donc dans les deux exemples, il n'y a jamais Trotsky, mais on retrouve des formules. Donc, ce n'est pas des théories pour moi, c'est plutôt des formules ou des trucs qui sont, comme tu dis, marabout, bout de ficelle. Oui, c'est ça. Oui. Tu reprends des vieux trucs, donc et à chaque fois, c'est effectivement pour être à contresens d'une obligation politique à un moment donné de la lutte des classes, quoi. Dans un pays semi-colonisé, l'obligation, c'est quand même de rassembler contre le colonisateur ou l'impérialisme. Et c'est là que les trotskistes apparaissent pour dire non, non, c'est pas ça le problème. Et il y a beaucoup de gens dans la petite bourgeoisie tunisienne qui portent cette idée, qu'on retrouvera dans beaucoup d'autres pays, et peut-être même ici d'ailleurs d'une certaine façon. C'est non, mais on en a marre d'accuser toujours les autres, regardons-nous nous-mêmes, nous sommes aussi responsables de notre situation, ce qui a l'air d'être une phrase assez mature, mais qui en réalité désigne une sorte d'autophobie dans les pays semi-colonisés, une forme d'autophobie, y compris antipatriotique, qui est très, très symptomatique de la petite bourgeoisie, finalement. Et quand on regarde l'évolution des mouvements
des mouvements communistes dans des pays où ce mouvement a eu du mal à s'implanter. Moi, j'ai regardé le passionnant débat que tu as fait avec le camarade Victor Sarkis sur le mouvement communiste, Dans le monde arabe. dans les pays arabes, dans le monde arabe. Mais effectivement, dans des pays où le marxisme c'est plus implanté symboliquement que physiquement, faute d'une classe ouvrière développée, et puis aussi avec des traditions qui voyaient aussi le marxisme arriver comme étant un phénomène blanc, hein, quelque part, c'est implanté de façon un peu complexe. Et ben, je ne sais plus ce que je voulais dire. J'ai fait une phrase trop Non, non, longue. mais là, justement, j'ai une question parce que justement, bon, je connais vraiment très très mal la situation en Tunisie, mais ce que j'aimerais comprendre, donc tu prends deux exemples un peu de force politique de gauche, et si j'ai bien compris, celle qui est tentée par cette forme de trotskisme, tu dis c'est du semi-trotskisme. Mais est-ce que c'est du trotskisme inconscient ou est-ce que ça va jusqu'à une certaine séduction par ce trotskisme qui reviendrait sous une forme idéologique? Ou Il y a alors, les deux. est-ce qu'il ne retombe pas dans ces ornières, en fait, par ce qu'on pourrait qualifier d'infantilisme politique par rapport à la question nationale? Alors, je pense que… Capacité à articuler nation et internationalisme, parce que ça, Mais c'est tu as pas… raison, hein, c'est des questions centrales. Et effectivement, si l'idée du trotskisme, pour étudier ce que c'est que le trotskisme, au-delà de Trotsky lui-même, tu as raison de poser la question de façon matérialiste. Moi, je pense que… Oui, d'ailleurs, je viens de retrouver ce que je voulais dire. C'est que le mouvement communiste ayant du mal à s'implanter, il est essentiellement citadin dans un pays comme la Tunisie. Et effectivement, il y a un immense fossé entre la campagne, entre l'intérieur du pays et les côtes, entre les villes et la paysannerie. Et du coup, si les communistes sont des militants qui sont potentiellement ouvriers, mais qui sont dans le tertiaire ou qui sont des fonctionnaires et qui sont essentiellement citadins, ont perdu aussi de vue peut-être que le caractère féodal du pays est surtout dans la paysannerie. Et que du coup, pour eux, c'est lointain, ça. Si tu vas à Tunis, tu vas trouver une ville très moderne. Et tu ne peux pas t'imaginer, en étant au centre-ville de Tunis, qu'on est dans un pays féodal ou semi-féodal. Mais quand tu vas dans les petits villages, dans les villes de l'intérieur, dans les campagnes, bah, tout est dirigé par des propriétaires terriens. Alors, ils ont tous des Faut partir téléphones du mode de portables. production déjà. Oui, c'est sûr. Féodal, c'est pas parce qu'ils vivent dans des châteaux, hein, Mhm. ils sont très modernes, mais c'est des propriétaires fonciers qui Oui, bien sûr. oppriment une petite C'est le rapport de paysannerie. production de Voilà, propriété. c'est Oui. ça. Mais c'est peut-être perdu de vue concrètement par des militants qui finalement ont eu du mal à s'implanter dans tous les territoires, dans toutes les zones du pays. Et deuxième truc, c'est vrai que là aussi, il y a un symptôme, on pourrait dire que c'est du semi-trotskisme. Alors bon, les camarades du POCT qui vont m'entendre, ils vont sauter de leur chaise, hein, mais bon, il y a des débats dans le pays, de toute façon, dans la gauche tunisienne qui montrent aujourd'hui que leur position est particulièrement inconséquente. Mais donc, même si j'en parlerai pas, c'est pas… Mais Je les invite à te contacter. Est-ce que tu pourras en débattre avec eux? Moi, non, parce que je ne connais pas assez le oui, sujet. oui, franchement, ce serait très intéressant. Comment dire, le POCT a son stand à la fête de l'UMA, par exemple, dans le village international, comme seule organisation, alors qu'il y en a plein, des organisations communistes en Tunisie, comme seule organisation connue ou reconnue par les organisateurs de la fête, et en réalité qui ne sont pas représentatifs du mouvement communiste tunisien. Mm. Et quand ils sont sur Paris, Hamami, qui est le chef, qui est le leader, le dirigeant du parti depuis 50 ans. D'ailleurs, là aussi, il y a une sorte de culte du chef. En fait, c'est le seul à être resté aussi longtemps à la tête d'un parti. Et lui, il rencontre Besancenot, par exemple, à la fête de l'UMA. Donc, il y a les affinités, à un moment donné, traduisent aussi des positions politiques. On aurait très bien pu, ils n'auraient très bien pu pas être en affinité du tout. Mais il se trouve que Oui. on sait qu'ils étaient en affinité. Bon, il est aussi très en affinité avec Mélenchon, hein, en réalité. Ils se connaissent depuis longtemps, mais bon, voilà, je pense que c'est aussi surtout une méconnaissance de la part de Mélenchon, même s'il y a un passé trotskiste aussi, hein, mais Mm. c'est surtout une méconnaissance des enjeux actuels dans le pays
de se rapprocher de Hamami plutôt que d'autres. Mais Mélenchon, justement, pour le décrire, tu pencherais surtout sur l'explication par son ancien trotskisme. C'est vrai qu'il a développé un côté jaurésien qui est presque incompatible, j'allais dire. Mais Mélenchon? en quoi ça se marie chez lui? Et est-ce que c'est pas, en tout cas dans son organisation, est-ce que c'est pas le trotskisme qui est en train de reprendre le dessus, si je vois par rapport à ses lieutenants, par exemple? Tu parles de Mélenchon, là, hein? Ouais, ouais, excuse-moi, pardon. Oui, oui, non, non, tu as On raison, va pourquoi revenir au pas? sujet Pourquoi là. pas? Non, mais c'est vrai, parce que pour moi, alors c'est vrai que du trotskisme dans le discours de Mélenchon, moi j'ai plutôt l'impression, c'est comme si on cherchait du trotskisme chez Jospin, quoi. Avec une autre trajectoire, disons, mais la matrice de Mélenchon ou de Jospin, etc., à un moment donné, c'est le Parti socialiste qui a été infiltré par les trotskistes. Oui. Mais ça aussi, c'est la loose permanente du trotskisme que d'envoyer des gens, des militants dans des partis sociodémocrates qui ne vont pas les expulser parce que ce n'est pas des partis communistes, justement. Donc, il n'y a que là qu'on peut s'implanter et nidifier. Et puis finalement, perdre les militants parce qu'une fois qu'ils sont au PS, après, ils ont leur trajectoire politique personnelle. Et puis, qu'est-ce qui reste de trotskistes après chez eux? Moi, je ne vois pas de traces. Peut-être, bon, après, voilà, peut-être je me trompe, mais je ne vois pas de traces qui seraient spécifiquement trotskistes. On peut dire que c'est un social-démocrate de gauche qui est dans le contexte aujourd'hui, qui a un poids particulier, mais qui justement tranche avec les trotskistes classiques. Parce qu'il n'a pas justement cette. Il est quand même pour un social-démocrate anti-libéral, comment dire, anti-guerre, etc. Enfin, sur des positions qui sont quand même justes dans la période. Il est pour moi plus social-démocrate que trotskiste dans les positions qu'on pourrait lui critiquer en tant que communiste. Et je pense par exemple des lieutenants comme Corbière ou j'ai oublié son nom. Tu vois, par exemple, Mélenchon ne croit pas aux États socialistes d'Europe, quoi, par exemple. Oui, oui, voilà. Les Il États-Unis n'est pas, d'Europe, il est c'était un pas modèle pro-européen trotskiste. comme un trotskiste. Il est au contraire, il serait plutôt dans un euroscepticisme, je ne sais pas comment on dit maintenant dans les médias, un euroscepticisme qui peut-être ne va Pourtant, en pas tout cas, jusqu'au bout. ça n'a pas été confirmé dans son parti, parce que là, les options européennes sont accentuées, alors que la précédente campagne, c'est l'Europe, tu l'aimes ou on la quitte. Donc, il y avait cette possibilité justement de la quitter, mais là, c'est pas le cas. Mais non, mais justement, bon, les personnalités humaines, de n'importe qui, c'est toujours un mystère, mais après, c'est pour caractériser une tendance. Mais je crois que finalement, Peut-être que le ce que tu concept de voulais trotskisme, dire, il y a le semi-trotskisme, ouais. on doit distinguer ce que tu dis, le semi-trotskisme, c'est-à-dire une tentative une séduction par le trotskisme avérée et consciente, et un trotskisme, j'allais dire, inconscient. Il faudrait vraiment distinguer et savoir si on arrive. J'allais dire, c'est même les catégories politiques qui sont peut-être à revoir. Moi, je ne sais pas, c'est vrai que je réagis à ce que tu me dis parce que je réfléchis en même temps. Je suis là. Ouais, tu es là. C'est vrai que on peut très bien imaginer, par exemple, que Mélenchon, puisque tu en parles, comme ancien trotskiste, on peut très bien imaginer que Mélenchon puisse brandir un livre de Trotsky dans un discours. Mais justement, Le préfet allemand aussi avait brandi une citation de Trotsky. Hein, mais... Ben voilà, c'est-à-dire qu'en fait, c'est pas le fait de brandir un livre de Trotsky ne ferait pas de Mélenchon un trotskiste à proprement parler, ce serait plutôt ses positions qui le seraient. C'est-à-dire que je crois plus au semi-trotskisme non personnalisé qu'à des annonces. Moi, je pense, par exemple, un jour, Hugo Chavez, je pense, a sorti un livre devant un pupitre. Il a sorti un livre sur Trotsky, ou je ne sais pas. Est-ce que ça fait de lui un trotskiste? Non, oui, c'est ça. Oui. Moi, je ne pense pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le paysage politique est plus ou moins pollué par des personnalités. Les gens, et d'ailleurs, je pense qu'on serait aussi étonné de voir à quel point la culture politique, pas de Mélenchon évidemment, mais enfin la culture politique, comme tu dis, de jeunes militants qui montent et qui commencent à avoir une trajectoire, voilà, une ambition politique, etc., n'ont pas forcément une culture politique très développée.
sont pas forcément capables de comprendre une différence entre Trotsky, Staline. À part l'antisoviétisme, ils vont pas savoir ce que c'est que le trotskisme ou que l'histoire de Trotsky lui-même, quoi. Ils vont juste le revendiquer un peu bêtement, comme quand on est jeune, on est communiste, mais contre Staline, donc on est trotskiste. Ouais, c'est là où ce livre, comment dire, a fait aussi une partie du chemin, c'est que justement, elle réinscrit Trotsky dans une complexité et non pas dans ce culte du chef comment dire, qui est stérile et qui finalement est une sorte de maladie infantile, hein, comme on dit classiquement, de laquelle on sort finalement, quoi. J'espère. Je suis bien d'accord. Mais... Et peut-être que tu parles un petit peu de la Tunisie, tu dirais que c'est presque généralisable aux pays non européens, disons. Il y a le fait que, à la fois, Le donc, fait que le le trotskisme n'a trotskisme jamais soit plus... marché dans ces pays-là, mais comment ça se fait qu'il y aurait cette séduction, ce simplisme qui viendrait s'inviter, justement ta vision peut-être d'autres pays du monde arabe, comment tu vois les choses? Enfin, moi, après, c'est pas une vision complotiste, hein. Quand on est marxiste, on n'est pas complotiste, mais quand on commence à voir des positions semi-trotskistes arriver dans un contexte où la lutte de classe s'aiguise, que ce soit revendiqué comme trotskiste ou pas, de toute façon, ça dépend du théâtre politique, ça dépend. Donc là, en Tunisie, personne ne va arriver avec Trotsky en main pour faire le travail qui était celui du trotskisme dans les années 50 ou même avant. Donc, mais les positions semi-trotskistes, elles sont très utiles au pouvoir et à l'impérialisme. C'est un travail de division. Donc, pour moi, ça n'est pas que la négation de la nation. Ça peut être de la nation, enfin, le trotskisme est connu comme étant une forme d'internationalisme mal compris, quoi, on va dire. Bon, mais je pense qu'au-delà de ça, il y a d'autres erreurs du trotskisme bon, il y a aussi la question du socialisme dans un seul pays contre la révolution permanente, mais il y a surtout cette idée que à chaque fois qu'une position importante doit être prise, on va trouver des trotskistes pour dire l'inverse, tout en revendiquant la pureté du marxisme, quoi. Et c'est pas un hasard si au Vietnam, Ho Chi Minh a dû neutraliser les mouvements trotskistes de Tatuto avant de pouvoir justement conquérir le pouvoir et réaliser la révolution socialiste. Il a fallu neutraliser le mouvement trotskiste à l'intérieur qui accusait. Alors là aussi, c'est pas tellement une question. Ils étaient nationalistes aussi, les trotskistes vietnamiens, mais ils accusaient la position tactique de Ho Chi Minh de s'allier avec des gaullistes français contre les fascistes japonais à un moment donné. Et là, il disait Ho Chi Minh, traître, pro-colonialiste, etc. Et donc, c'est ça qu'il a fallu neutraliser parce que justement, c'était extrêmement dangereux dans la division d'un peuple qui s'unissait en disant attention, on va d'abord chasser les nazis, enfin pas les nazis, là, du coup, des fascistes japonais, mais enfin, dans le contexte, hein, et ensuite, on va se débarrasser des colonisateurs. Mais si Ils l'ont on montré s'attaque en sur... plus, hein. C'est ça aussi, c'est que justement, à chaque fois, l'histoire leur repose de sérieux démentis, hein, parce que la Bah prémisse de oui, c'est Trotsky, ça. c'était l'URSS ne peut pas se défendre, et de toute façon, on joue le coup d'après, après l'invasion nazie. Bon. Bah oui, ça s'est fait finalement. Enfin, je veux dire, la guerre a été... Enfin, le Troisième Reich a été vaincu. Donc, les Vietnamiens, le Viet Minh a adopté cette stratégie contre les trotskistes qui criaient à la trahison. Mais ils ont gagné et ils ont fait la révolution Ils ont après. gagné contre les Donc, Japonais, après contre l'impérialisme heureusement, français, puis l'impérialisme américain, voilà. Donc, bon. voilà. Et les Cubains aussi, hein, d'une certaine façon. Alors là, ça a été plus, comment dire, plus nébuleux, mais il me semble aussi que le Che s'est exprimé au De début de la manière très Révolution, virulente, très, très voilà, virulente. contre la presse trotskiste qu'il y avait à Cuba et qu'il a fallu aussi neutraliser parce qu'elle commençait à faire le jeu de l'adversaire, quoi, par purisme. Donc c'est toujours la négation de la tactique, formellement, pour créer une division, quoi. C'est-à-dire pour capter ceux qui sont le moins capable, le moins formés, disons, politiquement, le moins capable de distinguer ce que c'est qu'une tactique et ce que c'est qu'une stratégie, ou ce que c'est qu'un compromis, ce que c'est qu'une compromission déshonorante, quoi. Donc, pour moi, c'est ça. Et ça, c'est un comportement humain facilement manipulable par l'impérialisme, par le capitalisme, par la bourgeoisie.
et qui n'a pas forcément pour nom trotskisme finalement. C'est pour ça que ce mi-trotskisme, c'est soit un trotskisme sans Trotsky, soit c'est carrément, on pourrait imaginer une autre figure. On pourrait très bien imaginer d'autres figures de révolutionnaires du XXe siècle, et pour autant avoir exactement le même type de comportement, quoi. Et d'ailleurs, c'est souvent la spécialité des trotskistes que de se dire, non, mais je ne suis pas trotskiste en fait, ou je suis plus conseilliste, ou je suis plus pour Rosa Luxembourg, ou je suis plus. Il faut toujours trouver des nouveaux antidotes, quoi. Mais en réalité, au fond, c'est bien la question d'une. Et c'est vrai que, pour peut-être conclure, hein, si tu veux, Émeric, souvent, moi, je réfléchis sur cette question du trotskisme parce que, comme on disait au début, c'est aussi une question de génération, peut-être, j'en sais rien. Hein. Nous, voilà, comme tu dis, en Déjà un peu 2002, plus connu, peut-être. Oui. Voilà, et donc on a été confronté à une défaite de ce qu'on appelait le socialisme réel, un effondrement, et puis paf, une résurrection d'un truc qu'on croyait vraiment ultra minoritaire, enfin une résurrection limitée, mais enfin qui a fait son œuvre en tout cas. Mais au fond, le trotskisme, si on en parle maintenant aux jeunes qui sont intéressés par le communisme, par le marxisme, qui veulent se former politiquement, etc., ils vont dire, ouais, mais le trotskisme, c'est une vieille question, ça. Staline, Trotsky, ça sert à quoi aujourd'hui? Ça sert à rien. Et ils vont dire, voilà, c'est pas parce que Staline, à un moment donné, il a dit ça, c'est vraiment un méchant. Trotsky, il a fait ceci, il a fait cela. Qu'est-ce que ça fait pour le problème de qu'est-ce qui va rentrer dans mon portefeuille le mois prochain? Et donc, politiquement, c'est presque une question centrale, au fond, dans la question de la formation au communisme, que à la fois de rappeler l'histoire, ce que fait ce livre, et à la fois de montrer que dans l'actualité, même sans Trotsky, ça reste un problème fondamental de la construction du communisme. Oui, parce que si même ils s'en moquent de ces débats, Lénine, Staline, Trotsky, etc., ils vont retomber spontanément ils peuvent retomber spontanément dans les travers qui ont déjà été développés par Trotsky et dont l'histoire a démontré les impasses. Voilà. Donc, si l'histoire sert à quelque chose, c'est justement pas repasser par les mêmes erreurs. Je pense que voilà, c'est peut-être pour ça que c'est intéressant. C'est vrai que le sérieux de ce travail et l'antidote à un travers des trotskistes professionnels, tu sais, ceux qui se revendiquent vraiment comme trotskistes et qui sont souvent, comment dire, c'est pas des puits de science, parce qu'en général, c'est souvent des gens qui ont appris des dates, qui ont appris des chiffres, qui ont des connaissances très précises sur des trucs, et ils ont une doxa, quoi. Ils ont subi, à Hello, ils ont subi des années de formation, on les a testés. Et donc, quand tu discutes avec un vrai trotskiste, moi, j'adore ça. C'est une sorte de péché mignon. Quelquefois, j'ai mal à la tête, je vois un stand de Hello, je vais discuter, tout de suite, ça va mieux. Je leur parle de l'Europe, je leur parle de trucs comme ça. Et ça me fait toujours plaisir. Mais du coup, et ça étend un peu mon champ d'analyse sur ce que c'est que le phénomène trotskiste, quoi. Chacun est différent. Mais ils sont vraiment dans le détail et dans oui, si, en 1935. Donc là, je vais pouvoir avoir de la même matière, parce que là, l'année 1935, il s'en est passé des choses, justement. Voilà, mais eux, c'est sur toute la durée. Décembre, voilà. Sauf que. D'ailleurs, tu parles dehors, parce que quand même, l'année 1935, à la commission de Douai, Trotsky a dit non, je n'ai jamais tenu de journal de ma vie. Et ben, on a retrouvé son journal de 1935. Donc, par contre, pile un peu avant le voyage de Patakov. Hein, donc, voilà. Donc, il n'y pas de journal. Mais voilà. Donc, c'est extrêmement précis. Mais du coup, tu sais, si tu vas voir un militant syndical CGT ultra actif, tu vas lui dire, tu sais qu'en 1935, le journal de Trotsky, et tu vois, lui, il va te dire, mais à la limite, il va prendre l'effet inverse, dire, moi, je suis pour l'URSS. Et quel que soit ce que tu vas me dire, je serai pour l'URSS. Et donc, finalement, c'est pour ça que le mouvement trotskiste ne s'est jamais implanté. Parce qu'il y a aussi une spontanéité dans l'adhésion, dans ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait, dans la critique
dans ce qui a été construit. Qui est-ce qui a gagné la guerre? Qui est-ce qui a donné? Voilà. Et donc là, on a d'un côté des critiques, des gens qui cherchent à rester purs, et de l'autre, des gens qui cherchent du concret et qui cherchent à s'appuyer sur une vraie expérience. Et je pense que moi, c'est plutôt plus que dans le vol de Piatakov. Moi, ce qui m'intéresse, bon, après, voilà, pour être honnête, c'est exactement peut-être cette idée que c'est pas vraiment Trotsky qui m'intéresse. C'est le fait que tout ce qu'on a indiqué sur les procès de Moscou, avec les nuances qu'on peut mettre aussi, hein, tout ce qu'on a dit sur les procès de Moscou quand j'étais jeune, le fait de se rendre compte qu'il y a de la matière derrière, c'est pas entièrement, c'est pas le film l'aveu, comment, Stanislavski, même ouais. si ça parle d'autre chose, mais cette histoire extorsion voilà, Voilà, d'ailleurs, de il faut dire que révélation. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que par un autre chemin, on trouve une matière à quelque chose qui avait été dénoncé depuis toujours comme étant un montage, quoi. Et les auteurs italiens, il faut bien préciser, distingue bien les procès d'un côté, notamment le second qui est très très étayé, et après ce qui s'est passé, c'est le processus de grande purge où là il y a eu vraiment une panique au sommet de l'État avec des gens qui trafiquent comme Ejov, etc. Ça a été même reconnu ouais, ouais. la direction stalinienne. Là, il faut vraiment distinguer les choses. D'autant que ces procès étaient publics. Donc, d'une certaine manière, il y avait la possibilité d'analyser les contradictions. Et à chaque fois, ça fait 600 pages pour le second, 800 pages pour le troisième. C'est énorme, les témoignages. Donc, s'il y avait eu Tout à tant de fait, ouais. contradictions que ça sera apparu de manière évidente, quoi, voilà. Et ça fait le pendant au travail d'Annie Lacroix-Riz qui avait beaucoup travaillé aussi sur Tukhachevski, par exemple, pour dire que Oui, voilà, dans le qui choix est des un autre élément de procès. Mm. Donc tout ça est très important parce que finalement, bon après c'est une réflexion personnelle, mais c'est peut-être les procès de Moscou, c'est peut-être ce qui reste quand tu as tout enlevé sur l'antisoviétisme. C'est pas forcément ce qui a été bon, il y a d'autres choses, mais le pacte germano-soviétique, on finit par avoir l'habitude de défendre des positions qui se sont révélées, comment dire, fertiles par la suite, puisqu'elles ont permis. Mais donc des choses comme ça, on peut répondre facilement. Sur les procès de Moscou, c'est toujours beaucoup plus nébuleux parce que déjà c'est tellement disqualifié. Et Mm. puis c'est vrai qu'on manque aussi d'informations, on manque de matière, quoi. Donc là, effectivement, c'est pour ça aussi que ce livre est important. Oui, ça comble la vide, ouais, ça c'est clair, ouais, tout à fait. Bah écoute, merci vraiment pour ta réaction. Ah, c'était avec grand plaisir, On perçoit franchement. les enjeux, et puis bah, on se tient au courant d'ailleurs de la suite, hein. Je pense qu'on verra comment les choses évoluent par rapport à des débats possibles, hein. Et puis bah, on reparlera peut-être de la Tunisie, de l'écologie, et puis Avec d'autres plaisir. sujets bientôt. Voilà, merci à ceux qui nous suivent. À bientôt.